bonsoir à vous tous et bienvenue à Inside News RDC. Ce soir, à New York, un marteau change de main, le nôtre. Et pendant les 31 jours où notre pays l'a tenu, à Bunia, à Kisangani, à Beni, 591 de nos compatriotes de plus sont morts d'Ebola. Et pas une ligne du programme de travail de ce conseil ne portait leur nom. Je salue toute la nation, ceux qui nous écoutent depuis les quartiers de Kinshasa, comme ceux qui nous écoutent depuis les zones où l'État n'entre plus. Et je salue notre diaspora, qui ce soir va comprendre avant les autres pourquoi cette édition parle depuis New York pour finir dans un centre de traitement de l'Ituri. Voici ce qui est en jeu ce soir. Notre pays a demandé un siège au Conseil de sécurité. Il l'a obtenu. Il a présidé cet organe pendant un mois entier pour la première fois depuis plus de 30 ans. Et cette présidence s'achève dans quelques heures. Que ce soit une fierté, personne n'en discute. Et nous non plus. Reste ce que ces 31 jours ont déposé sur la table et ce qu'ils ont laissé dehors. Nous ouvrons donc sur ce compte, chiffres et textes à l'appui. Puis nous descendrons de New York vers Gaborone, vers Kigali et vers ce que les autres médiations ont produit dans le même mois. Ensuite viendra l'épidémie, qui a franchi cette semaine un seuil que nous n'avons jamais rapporté. Puis le dialogue, où deux voix congolaises se contredisent frontalement sur qui a le droit de s'asseoir. Et enfin l'arrêt de la Cour, sur lequel 3 hommes s'affrontent, alors que le texte complet n'est toujours pas publié. Yolande, un pays peut-il présider le Conseil de sécurité du monde et n'y obtenir aucun texte sur sa propre guerre? Merci Brigitte, et bonsoir à toutes celles et ceux qui nous suivent ce soir. C'est une question difficile, mais nous allons essayer d'y répondre et de comprendre ensemble. Commençons par la date et par les chiffres, parce que tout le reste en découle. Le 1er juillet 2026, la République démocratique du Congo a pris la présidence tournante du Conseil de sécurité des Nations Unies. Elle succédait à la Colombie. Demain, 1er août, elle passera le marteau au Danemark, selon l'ordre alphabétique anglais qui régit cette rotation. Entre les deux, 31 jours. C'est le mandat que nous soldons ce soir. Ce siège, notre pays ne l'a pas reçu. Il est allé le chercher. Élu le 3 juin 2025 par l'Assemblée générale avec 183 voix sur 187 votants, la République démocratique du Congo est entrée en fonction le 2 janvier 2026 comme membre non permanent pour la période 2026-2027 aux côtés du Bahreïn, de la Colombie, de la Lettonie et du Libéria. C'est le 3e mandat congolais dans cette enceinte, après un premier au début des années 80 et un second au début des années 90. Il faut s'arrêter sur ce score, parce que nos propres institutions en ont fait une lecture morale. Le président de l'Assemblée nationale y avait vu, à l'époque, une forme de réparation morale et psychologique. Et la preuve que la cause congolaise était noble au regard du nombre de voix obtenues. La ministre d'État avait salué un score remarquable, à la hauteur, disait-elle, de notre travail diplomatique. Ils avaient des raisons de le dire. 183 voix, c'est le 2e meilleur résultat des 5 pays élus ce jour-là, derrière le Bahreïn et ses 186 voix, devant le Libéria, la Colombie et la Lettonie. Mais un tableau d'honneur à 2 colonnes, et nous allons lire la seconde. Ce 3 juin 2025, il y avait 5 candidats pour 5 sièges. Aucune concurrence. Personne n'avait à choisir entre 2 noms. Personne n'avait à arbitrer entre 2 nations. Et pourtant, 4 bulletins n'ont pas porté le nom de la République démocratique du Congo. Dans une élection sans adversaire, ne pas voter pour un candidat unique n'est pas un arbitrage entre 2 options. C'est une abstention déposée sur un nom. Un mot de précision sur ce décompte, parce que nos sources divergent d'une unité. L'agence congonaise de presse et la plupart des dépêches donnent 187 votants, ce qui fait 4 bulletins manquants. Une source onusienne en compte 188, ce qui en ferait 5. Cet écart d'un bulletin ne change rien au fait. Des États présents dans la salle ce jour-là n'ont pas voté pour nous. Et maintenant, la question que tout le monde se pose et à laquelle il faut répondre franchement. Qui était-il? Des noms circulent depuis, et vous les avez peut-être lus. Aucun ne peut être établi, et pour une raison simple.
L'élection au Conseil de sécurité se tient à bulletin secret. C'est la règle de cette maison. Elle vaut pour tous les scrutins et pour tous les pays. Personne à New York ne sait qui a écrit quoi. Poser 4 drapeaux sur 4 bulletins fermés, ce serait vous donner une hypothèse en lui donnant l'apparence d'un fait. Et vous méritez mieux que cela. Ce que l'on peut établir, en revanche, ne se joue pas dans une urne fermée. Cela se joue dans des salles de négociation, avec des délégations qui ont un nom, un drapeau et une position écrite. Nous y venons dans un instant, et sur notre propre dossier. Retenez seulement ceci pour l'instant. Le jour où notre pays a été porté à cette table, 4 voix, peut-être 5, sont restées muettes, sans qu'aucune d'elles n'ait eu à se justifier. Il faut mesurer ce que cela représente dans notre histoire, parce que ce n'est pas un détail protocolaire. En juillet 1960, le Congo n'avait pas de siège au Conseil de sécurité. Il en était l'objet. Le 14 juillet 1960, la résolution 143 créait l'opération des Nations Unies au Congo. Et c'est le monde qui délibérait sur notre pays sans nous. 66 ans plus tard, jour pour jour ou presque, c'est un ambassadeur congolais qui préside la séance. Cette trajectoire est réelle et elle appartient à la nation entière, pas à un régime. Depuis 1960, chaque exécutif congolais a cherché à porter la question congolaise devant cet organe. Et chacun s'est heurté à la même limite. Dans cette salle, une décision ne se prend pas à la voix qui parle. Elle se prend aux voix qui votent. Maintenant, le compte. Et pour le faire honnêtement, il faut partir de l'objectif que nos propres autorités se sont fixés, pas de celui que nous leur prêterions. Le 2 janvier, jour de l'entrée en fonction, la ministre d'État aux Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba Wagner, a défini elle-même la mesure. Ce siège, disait-elle, est une mission, pas une récompense. L'objectif annoncé était double, et il a été répété à chaque étape. Maintenir la crise de l'Est à l'agenda des Nations Unies et faire appliquer la résolution 2773 de février 2025, celle qui exige le retrait des forces rwandaises et le repli de l'AFC M23. Puis, le 1er juillet, au premier point de presse du mois, l'ambassadeur Seno Mukongo a fixé la seconde barre. Il a dit vouloir des résultats concrets, et il a précisé la nature de ces résultats. Le débat phare et la réunion en formule ARIA devaient préparer un texte autonome du Conseil sur la gouvernance des ressources naturelles. Ce qui a été tenu, notre rédaction l'établit sans discuter. Le 13 juillet, une réunion en formule ARIA sur les vides normatifs entre ressources naturelles et paix, présidée par la ministre Kayikwamba Wagner, avec un résumé de la présidence annoncé. Le 22 juillet, le débat public de haut niveau. Le 23 juillet, un débat sur le règlement pacifique des différends. Un débat de haut niveau sur les femmes, la paix et la sécurité. Et un débat sur les violences sexuelles liées au conflit, présidé par la première ministre Judith Suminwa Tuluka. Notre pays a occupé la tribune. Il a fait venir le secrétaire général. Il a fait parler plus de 80 États. Sur le plan de la présence, l'objectif est atteint. Sur le plan du texte, voici où nous en sommes ce soir. À notre connaissance, aucun produit autonome du Conseil sur les ressources naturelles n'a été adopté avant la fin de cette présidence. Et il faut dire pourquoi. Parce que la raison n'est ni un échec de nos diplomates, ni un hasard. Le dernier texte que le Conseil de sécurité ait consacré à Nuison au lien entre ressources naturelles et conflits date de 2007. 19 ans. Il avait été porté par la Belgique. Depuis, le sujet n'est revenu que greffé sur d'autres textes. En 2013, une déclaration présidentielle sur la prévention des conflits en Afrique, qui évoquait l'exploitation illégale des ressources comme cause de guerre, a été portée par le Rwanda. En 2019, la résolution 2457 portée par la Guinée équatoriale. En 2021, une déclaration présidentielle sur les Grands Lacs, portée par le Kenya. Voilà la file dans laquelle notre pays s'est placé, et voilà la hauteur de la marche. Et l'obstacle était documenté avant même le début de cette présidence. Fin juin, lors de la négociation sur le renouvellement du régime de sanctions 1533, celui qui vise précisément notre pays, certains membres du Conseil ont voulu durcir le langage sur l'exploitation illicite des ressources dans l'est de la République démocratique du Congo. D'autres membres s'y sont opposés, au motif que cette question relevait d'autres cadres, nationaux, régionaux ou internationaux. Ce blocage-là
n'a pas été inventé par une présidence congolaise. Ces nations le savaient. Ils nous attendaient sur notre propre dossier. Reste ce qui n'a pas été mis à l'ordre du jour. Et c'est là que le compte devient sévère. Le programme de travail de ce mois de juillet ne comportait aucun point consacré à Ebola. Aucun. La dernière séance du Conseil consacrée à la situation en République démocratique du Congo remonte au 27 juin et le dernier vote sur notre dossier au 30 juin, tous deux antérieurs à notre présidence. Ce n'est pas nous qui avons posé cette question en premier. Le 29 juillet, à New York, lors du point de presse où les responsables onusiens de la riposte s'exprimaient depuis Bunia, une journaliste de l'agence Pass Blue a relevé que notre pays présidait le Conseil ce mois-ci et que le mot Ebola n'y avait pas été prononcé une seule fois. Elle a rappelé qu'en 2014, face à l'épidémie ouest-africaine, ce même Conseil s'était saisi du dossier et avait mobilisé. Le coordonnateur principal des Nations Unies pour la riposte, Julien Arnès, qui ne s'y attendait pas, a répondu que la riposte relevait de la santé publique. Elle a relancé, il a renvoyé une seconde fois au champ sanitaire. La question posée 2 fois, la réponse esquivée 2 fois. C'est un fait. Et il appartient désormais au dossier. Vous êtes donc témoin par vous-même. Même lors de notre propre présidence, le double standard onusien était présent. Nous devons ici poser une limite à notre propre questionnement, parce qu'elle est réelle. Une présidence tournante ne fixe pas seule l'ordre du jour d'un mois. Le programme de travail est adopté par les 15 membres. Il est largement contraint par les cycles de mandats et de rapports en cours. Et l'ambassadeur Mukongo a lui-même annoncé, dès le premier jour, qu'il présiderait en sa qualité de président du Conseil, distincte de sa qualité nationale. C'est une règle non écrite de cette maison, et la respecter n'est pas une faiblesse. Il y a d'ailleurs un acte, et il est daté. Le 14 juillet, pendant cette présidence, le comité des sanctions, institué par la résolution 1533, a inscrit 6 individus et 2 entités sur la liste congolaise. Corneille Nangaa et l'Alliance Fleuve Congo. Le colonel John Imani Mzenze, présenté comme chef du renseignement du M23. Et 2 commandants des forces démocratiques de libération du Rwanda. Gel des avoirs, interdiction de voyager, embargo sur les armes. Les 2 camps armés visés le même jour par le même comité. Cet acte existe, il est contraignant pour tous les États membres. Et il est tombé pendant notre mois. Alors où cela laisse-t-il la nation ? Un pays en guerre qui préside le Conseil de sécurité obtient de la visibilité. Et la visibilité n'est pas rien. Elle change le coût politique de l'inaction pour les autres. Mais elle ne change pas le prix de notre économie. Elle ne rouvre pas une route à Komanda et elle n'a pas retiré un seul soldat étranger de notre sol. 31 jours de tribune. Un comité de sanctions qui a fonctionné. Et malheureusement, pas un texte du Conseil sur la guerre qui nous est faite. Ce soir, le marteau passe au Danemark. Le siège, lui, ne passe à personne. Notre pays reste membre du Conseil de sécurité jusqu'au 31 décembre 2027, soit 17 mois encore. 31 jours viennent de dire ce que la tribune peut faire. 518 jours diront ce que le siège peut faire. Merci Yolande. 17 mois donc. Gardons ce chiffre, parce qu'il déplace la question de la fierté vers la méthode, et parce que New York n'a pas été la seule table où l'on a parlé de nous ce mois-ci. Il y en a eu 3 autres, et elles ont produit, elles aussi, des documents. Yolande, reste à savoir ce que ces documents ont changé sur le terrain. 3 tables, donc, et 3 pièces écrites. Brigitte, prenons-les dans l'ordre où elles sont tombées. À Gaborone, au Botswana, les 25 et 26 juillet, le panel de facilitateurs de l'Union africaine a adopté une feuille de route de 6 mois et un plan d'action opérationnel pour le processus de paix dans l'est de notre pays. Le document couvre juillet à décembre 2026. Il fixe des priorités dans 8 domaines, de la coordination stratégique à l'accès humanitaire, du dialogue avec les groupes armés à la coopération économique régionale, jusqu'à la réconciliation et à la place des femmes et des jeunes. Une réunion technique préparatoire s'était tenue la veille, le 24 juillet, avec la Commission de l'Union africaine, la SADC, la Communauté d'Afrique de l'Est et la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs. L'ancien président nigérian Olusegun Obasanjo,
qui préside ce panel, a insisté sur la nécessité de mesures pratiques susceptibles d'obtenir le respect des engagements par les parties. Le représentant du médiateur de l'Union africaine, Yakole Koku Johnson, a rappelé les conclusions de la réunion d'évaluation de Lomé et la nécessité de renforcer la crédibilité de la médiation par des actions concrètes. Retenons ces deux mots, prononcés par les facilitateurs eux-mêmes, crédibilité et concret. Ils reconnaissent donc qu'il y a un problème de crédibilité et un déficit de concret. La prochaine session d'harmonisation est prévue avant la fin de 2026, à Arusha, en Tanzanie. Le document, lui, doit encore être présenté au médiateur de l'Union africaine pour approbation. Deuxième pièce. Et celle-là n'est pas un plan, c'est un fait brut. Dans un communiqué publié hier, 30 juillet, la mission des Nations Unies en République démocratique du Congo indique que les autorités rwandaises ont renvoyé sur notre territoire 39 personnes qui avaient été précédemment rapatriées au Rwanda dans le cadre de son programme de désarmement, démobilisation, rapatriement, réintégration et réinstallation. La MONUSCO précise n'avoir été ni informée ni associée à ce renvoi. Il faut comprendre pourquoi ce détail de procédure est un fait politique. Avant tout rapatriement, la mission conduit une vérification avec les autorités rwandaises. Les personnes jugées éligibles sont inscrites sur une liste transmise à la Commission rwandaise de démobilisation et de réintégration, qui dispose du dernier mot avant leur admission sur le sol rwandais. Autrement dit, ces 39 personnes ont été admises au Rwanda après validation rwandaise, puis renvoyées chez nous sans que le mécanisme qui les avait acheminées en soit averti. Kigali n'a pas précisé à quelle vague de rapatriement elles appartenaient, ce qui complique les vérifications administratives et biométriques. Troisième table. Et nous serons brefs parce que ce journal l'a traité avant-hier et hier. À Washington, le calendrier a expiré à la mi-juillet sans désengagement constaté. Et le texte signé le 4 décembre ne prévoit aucune sanction automatique en cas de manquement. Un engagement non tenu n'y produit donc pas une conséquence. Il y produit une réunion. Voilà les 3 documents de juillet. Une feuille de route de 6 mois qui doit encore être approuvée. Un communiqué de la MONUSCO qui constate qu'on ne l'a pas prévenu. Un accord qui ne sanctionne rien. Et à New York, une présidence sans texte sur notre guerre. Ce que cela signifie pour un habitant de Rutshuru ou de Fizi tient en une ligne. Ce mois-ci, 4 institutions internationales se sont occupées de son pays et il n'a pas récupéré 1 mètre carré. Ce n'est pas un procès des institutions, c'est l'état d'une arithmétique. Le Monde a beaucoup écrit sur nous en juillet. Le Rwanda, lui, a renvoyé 39 hommes sans prévenir personne. Et personne n'a rien pu opposer à cela qu'un communiqué. Merci Yolande. Un communiqué contre un acte. Retenons cette disproportion parce qu'elle va nous suivre toute la soirée, y compris là où on ne l'attend pas. Car il existe un dossier où le nombre, lui, ne discute pas, ne négocie pas et n'attend l'approbation de personne. Il a franchi cette semaine un seuil que nous n'avons encore jamais rapporté à cette antenne. Adriana suit cette courbe depuis le premier jour de l'épidémie. Elle en connaît chaque palier et chaque zone. C'est elle qui va vous dire ce que ces chiffres ont fait pendant que nous regardions New York. Merci Brigitte et bonsoir à vous toutes et tous où que vous nous écoutiez ce soir. Ce seuil est tombé hier, jeudi 30 juillet. Le bilan publié par le gouvernement à travers le ministère de la Communication et Médias arrête l'épidémie à 3 442 cas confirmés et 1 521 décès. Le taux de létalité est de 44,2%. 797 patients sont en isolement ou hospitalisés. Le suivi des contacts est estimé à 78,3%. L'épidémie touche désormais 49 zones de santé dans 5 provinces, avec l'entrée d'une nouvelle zone en Chopo. L'Ituri en compte 28 sur 36, dont Bunia, Aru, Komanda, Mambasa, Mongboalou, Rwanpara et Mahagi. Le Nord Kivu en compte 11, dont Beni, Butembo, Goma et Oisha. Le Haut-Uélé en compte 5, la Chopo 4. Maintenant, l'arithmétique. Et elle est le cœur de ce bloc. Le 13 juillet,
le bilan officiel était de 2011 cas et 754 décès. Le 29 juillet, 16 jours plus tard, il est de 3442 cas et 1521 décès. En 16 jours, les cas ont augmenté de 71%. Les décès, eux, ont augmenté de 102%. Ils ont doublé. Cette dissymétrie n'est pas un détail statistique. Elle tranche un débat que ce journal suit depuis 2 mois. La lecture officielle a longtemps expliqué la montée des chiffres par une meilleure détection. Si cette explication tenait seule, les cas devraient croître plus vite que les décès, puisqu'un dépistage élargi capte d'abord les formes légères et fait mécaniquement baisser la létalité apparente. C'est l'inverse qui se produit. La létalité est passée de 37,5% le 13 juillet à 44,2% le 29, 6,7 points en 16 jours. Le 29 juillet, depuis Bunia, le coordonnateur principal des Nations Unies pour la riposte Ebola, Julien Arnès, a donné 2 chiffres. 50 décès dans les 24 heures précédentes et un nombre de cas qui double tous les 20 jours. Il a ajouté que cette croissance dépassait celle de la riposte et que l'écart entre les deux se creusait. À ses côtés, le directeur exécutif par intérim du Programme alimentaire mondial, Karl Skau, a posé le repère historique. 1000 morts en 2 mois ici, contre 8 mois pour atteindre 1000 morts en Afrique de l'Ouest. 2 faits expliquent la mortalité mieux que tout commentaire. Le premier, donné par Harness, environ 60% des décès surviennent dans la communauté et non en centre de traitement. La charge virale étant à son maximum juste après la mort et les soins à domicile étant assurés par la fille, l'épouse ou la mère, les jeunes femmes figurent parmi les personnes les plus touchées et la mortalité des enfants de moins de 5 ans est élevée. Le second est financier. Le plan de réponse humanitaire est doté de 2,1 milliards de dollars et financé à 45%. Le Programme alimentaire mondial demande environ 75 millions. Sa composante logistique a été partiellement financée. Sa composante alimentaire, elle, n'a rien reçu. 0. Et l'on ne maintient pas des familles bouclées à domicile si on ne les nourrit pas. Il faut ajouter un fait de géographie que personne n'a encore relié. 5 cas viennent d'être confirmés à Kisangani, ville d'1 600 000 habitants. La mission interagence qui s'y est rendue visait à tenir le corridor du fleuve Congo en direction de Kinshasa. Or, Kisangani figure dans le rapport du groupe d'experts des Nations Unies transmis au Conseil de sécurité parmi les 4 villes que l'AFC M23 cherche à prendre, avec Walikale, Kalemi et Beni. Le même axe fluvial est aujourd'hui une voie de propagation et un objectif militaire déclaré. Aucun lien entre les deux, et il n'y en a aucun à chercher. Simplement une ville charnière et un pays qui doit tenir 2 pressions différentes avec les mêmes routes et les mêmes hommes. Le rapport officiel ne masque pas ses propres limites, et cela mérite d'être dit tel quel. Les autorités sanitaires y reconnaissent 4 contraintes opérationnelles. La sécurisation des équipes de riposte, la faiblesse du suivi des contacts, l'insuffisance des capacités des centres de traitement et l'irrégularité de l'approvisionnement en intrants. Un État qui écrit lui-même où il ne tient pas est un État qui compte encore. Cela dit, ce bilan porte aussi des lignes que nous devons lire telles qu'elles sont. 615 de nos compatriotes ont guéri. La première ministre Judith Suminwa Tuluka s'est rendue en personne à Kisangani avec les agences pour tenir la ville avant qu'elle ne devienne un foyer. Et au Sud Kivu, la zone de Miti Muresa, seule zone encore affectée de la province, vient de franchir 63 jours sans un seul cas confirmé. 63 jours. Dans une province, quelque part au bord du lac, quelqu'un a fait ce travail-là jusqu'au bout. Et la chaîne s'est arrêtée. C'est la preuve, faite chez nous et par les nôtres, que cette maladie se laisse arrêter. Lundi 3 août, Julien Arnès se rendra à Nyanya, au point de jonction de l'Ituri, du Haut-Wele et de la Chopo. C'est de là que sont parties les chaînes qui ont ouvert 2 provinces. Miti Muresa a montré à quoi ressemble une victoire. Nyanya dira si elle est reproductible. Merci Adriana. Gardons les 63 jours de Miti Muresa.
parce qu'ils disent une chose très simple. Une chaîne s'arrête le jour où plus personne n'est laissé hors du dispositif. Tout le monde. C'est exactement le mot sur lequel notre classe politique se déchire ce soir. Et il n'a plus rien de sanitaire. Une chaîne de transmission s'arrête quand tout le monde entre dans le dispositif. Une crise politique, elle, se règle quand tout le monde entre dans la salle. La dispute de ce soir ne porte pas sur le contenu du dialogue annoncé. Elle porte sur la liste de ceux qui ont le droit d'y venir. D'un côté, Joseph Olengankoy, président du Conseil national de suivi de l'accord et leader des FONUS. Sa position est nette. Aucun dialogue ne pourra se dire inclusif sans les dirigeants de l'AFC M23, sans le président honoraire Joseph Kabila, sans les opposants en exil et sans ceux qui sont privés de liberté. Il fonde cette exigence sur 3 précédents de notre propre histoire. Les assises de Sun City, qui réunissaient le gouvernement et les mouvements armés. La table ronde de Bruxelles, qui ne s'était ouverte qu'après la libération de Patrice Emery Lumumba, obtenue à la demande des leaders congolais. Et la conférence nationale souveraine. Il en tire une demande de décrispation et une question de lieu. Exiger la tenue des assises à Kinshasa, sans offrir de garantie de sécurité aux personnalités menacées d'arrestation, compromettrait, selon lui, l'inclusivité d'emblée. Il salue enfin l'appel au dialogue lancé par le président de l'Assemblée nationale à la clôture de la session extraordinaire du 25 juillet. Et il demande que l'on laisse aux chefs religieux, désignés facilitateurs, le soin de définir les termes de référence, l'ordre du jour, les participants et le lieu. De l'autre côté, Paul Babanvou, député national réélu du territoire d'Irumu, en Ituri. Pour lui, réintégrer certains opposants dans les institutions serait une erreur stratégique de nature à fragiliser la stabilité institutionnelle. Il affirme que certains responsables de l'opposition chercheraient à exploiter la crise de l'Est pour renforcer leur positionnement, en dépit des résultats issus des dernières élections. Il salue l'ouverture du chef de l'État à l'initiative portée par la SENCO et les autres confessions, mais dénonce ce qu'il qualifie de surenchère, d'ultimatum et de diktat politique. 2 Congolais donc, et 2 définitions incompatibles du même mot. Pour l'un, l'inclusivité est une condition de validité. Sans les belligérants, la salle ne règle rien. Pour l'autre, elle est une prime. Ouvrir les institutions à ceux que les urnes n'ont pas désignés, c'est enseigner que la contestation paie mieux que le bulletin. Aucune de ces 2 positions n'est absurde, et c'est bien ce qui rend l'arbitrage difficile. Notons simplement que ces 2 hommes parlent depuis des lieux différents. L'un préside un organe de suivi et n'a pas de troupe. L'autre a été élu, et il a été élu en Ituri, c'est-à-dire dans la province qui compte ce soir 28 zones de santé touchées et l'essentiel des morts de cette épidémie. Alors, une question à vous, qui nous écoutez et qui n'êtes ni l'un ni l'autre. Quand on vous parle d'inclusivité, on vous parle d'une liste d'invités. Vous, sur quelle liste êtes-vous ? Le jour où cette salle s'ouvrira, il faudra regarder qui s'y assoit et surtout compter combien de chaises auront été prévues pour ceux qui n'ont ni parti, ni armes, ni exil. Il y a pourtant un texte qui, lui, s'impose à tout le monde, invité ou non. C'est l'arrêt rendu mardi 28 juillet par la Cour constitutionnelle sur la loi référendaire. Nous l'avons traité en profondeur mercredi. Ce soir, ce n'est plus l'arrêt qui fait l'actualité, c'est ce que 3 hommes lui font dire. Premier fait, et il commande tous les autres. Le texte intégral de cet arrêt n'est toujours pas publié. Nous sommes le vendredi 31 juillet. La décision a été rendue mardi. Chacun argumente donc à partir du dispositif annoncé, pas à partir du document complet. Ce vide est un fait et il vaut la peine d'être nommé avant d'écouter qui que ce soit. Première lecture, celle de Dieudonné Nkishi, président du parti Congo Positif, dans un entretien accordé hier le 30 juillet, oppose à la coalition article 64 l'article 168 de la Constitution, qu'il cite exactement. Les arrêts de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d'aucun recours. Ils sont immédiatement exécutoires. Ils s'imposent à tous, et tout acte déclaré non conforme est nul de plein droit. Sa conclusion en découle. Ceux qui se présentent comme les défenseurs de l'ordre constitutionnel doivent se conformer à la décision. Il appelle le président de la République à promulguer la loi.
Sur le boycott éventuel du dialogue, il estime que ce serait un choix de l'opposition, sans effet sur la poursuite du mandat présidentiel. Deuxième lecture, celle d'Alain Bolodjoa, président national du parti Lébat, hier également. Il ne conteste pas l'article 168, mais il conteste ce que l'on met dedans. Sa thèse tient en une phrase. Sous réserve, c'est un rejet poli. Il rappelle que la Cour constitutionnelle n'est pas un législateur. Selon lui, si l'on applique les réserves d'interprétation comme si elles faisaient partie de la loi, alors la Cour a légiféré, ce qu'elle n'a pas compétence à faire. Sa conclusion inverse celle de Ntichi. Le texte devrait retourner au Parlement pour une seconde lecture et y être amendé avant toute promulgation. Il ajoute 2 griefs de fond. La loi créerait une assemblée constituante, organe que la Constitution ne prévoit pas, et elle conférerait au chef de l'État un pouvoir d'appréciation sur les matières soumises au référendum, là où la Constitution ne lui reconnaît que l'initiative de la révision. Il en tire une 3e conséquence, plus lourde encore. Selon lui, le texte ouvre la possibilité d'organiser un référendum tous les 5 ans, c'est-à-dire une constitution nouvelle à chaque mandat. Ces 3 griefs portent sur le contenu exact d'un texte que nous n'avons pas lu dans sa version arrêtée. Nous les rapportons comme les arguments de leur auteur et nous les vérifierons sur la publication. Il faut ajouter que le même Alain Bolodjoa met en cause l'indépendance de la Cour et la manière dont ses juges ont été désignés. Cette mise en cause, il en est le seul auteur devant nous. Elle n'est étayée par aucune pièce publique et nous la donnons pour ce qu'elle est, la charge d'un opposant contre une institution. 3e lecture, et elle ne vient d'aucun des 2 cas. Dans une déclaration rendue publique à Lubumbashi, la coalition de l'article 5 prend acte de l'arrêt, rappelle qu'il s'impose à tous et refuse en même temps le choix binaire entre soutien inconditionnel et opposition systématique. Elle pose une condition. Si la parole est donnée au peuple, elle doit l'être dans des conditions loyales, et aucun référendum ne devrait servir à personnaliser l'exercice du pouvoir. Elle met en garde contre les appels à la rue avant épuisement des voies légales, et rappelle que la résistance reconnue par la Constitution est un ultime recours, non instrument de positionnement. Elle demande enfin que les débats portent d'abord sur la sécurité des populations de l'Est, la corruption et l'emploi. Arrêtons-nous une seconde sur ce nom. Une coalition de l'article 5 qui répond à une coalition de l'article 64. 2 plateformes qui se réclament chacune d'un article de la même Constitution, l'une de la souveraineté du peuple, l'autre du droit de résister à l'usurpation. Notre débat national en est là. 2 camps qui ne s'accusent plus de violer le texte, mais qui se disputent la propriété de 2 de ces articles. Rappelons une donnée de calendrier pour finir. Le chef de l'État avait saisi la Cour le 29 juin. L'arrêt est tombé le 28 juillet, soit 29 jours plus tard, à 1 jour du délai constitutionnel de 30 jours. La suite se joue maintenant sur 2 gestes, et 2 seulement, la publication du texte intégral et la décision du président de promulguer ou de renvoyer. Tant que ces 2 gestes ne sont pas posés, chacun continuera de commenter un document que personne n'a lu en entier. Nous allons vers la fin de notre édition où nous vous dressons 3 signaux sur une classe politique qui se réorganise pendant que le compte à rebours tourne. Commençons par Ensemble pour la République, le parti de Moïse Katumbi, membre de la coalition Article 64. Des divergences publiques opposaient depuis plusieurs jours Olivier Kanutato, directeur de cabinet et porte-parole, et le sénateur Salomon Idi Kalonda, conseiller politique. Dans un communiqué conjoint publié mercredi 29 juillet, les 2 hommes indiquent s'être parlé à la demande du président du parti et déclarent leur malentendu dissipé. Ils demandent à ceux qui se sont exprimés en leur nom d'en rester là et rappellent que les débats internes ont leur place dans les instances du parti. Pour une formation qui appelle ses militants à la mobilisation, une querelle de cabinet réglée par communiqué n'est pas une affaire interne. C'est un message envoyé à ceux qu'on invite à descendre dans la rue. Ce message arrive d'ailleurs à un moment précis, et c'est notre 2e point. La coalition Article 64 a converti sa marche annulée du 22 juillet en échéance ferme. La convocation du dialogue doit intervenir avant le 15 août.
faute de quoi elle promet de ramener ses militants dans la rue. Nous sommes le 31 juillet. Il reste 15 jours et à ce jour, aucune ordonnance de convocation n'a été signée. Alain Bolodjoa dit d'ailleurs de cette seconde annulation qu'elle a fragilisé la coalition parce qu'elle a fait basculer une bataille sur l'ordre constitutionnel vers une négociation sur le dialogue. Il parle en son nom et non en celui de la coalition et il prend soin de le préciser. Troisième signal, et il se joue hors de nos frontières. Selon une analyse prospective de Jonas Eugène Kota, la stratégie rwandaise de temporisation sur le dossier des FDLR s'expliquerait par un calendrier américain. Les élections de mi-mandat de novembre prochain, où les républicains ne disposent que d'une majorité étroite au Sénat comme à la Chambre. Kigali espérait un rééquilibrage susceptible d'infléchir la politique de Washington dans les Grands Lacs. C'est une hypothèse d'analyste, présentée comme telle, et nous la donnons comme telle. Elle a néanmoins un mérite. Elle rappelle qu'une partie du sort de nos territoires occupés se joue dans des bureaux de vote où aucun Congolais n'est inscrit. On dira que nos adversaires jouent la montre. C'est probablement vrai. Mais une horloge ne joue pour personne. Elle avance et elle avance aussi pour ceux qui, à Kinshasa, comptent sur elle pour que la question s'épuise d'elle-même. 15 jours avant, une échéance politique. 17 mois de siège devant nous et une épidémie qui double ses morts en 16 jours. 3 horloges et une seule nation pour les tenir. Une seule ligne a traversé toute cette édition et elle se dit en peu de mots. Ce mois de juillet, notre pays a produit des tribunes et nos partenaires ont produit des documents. 31 jours de présidence du Conseil de sécurité sans texte adopté sur la guerre qui nous est faite. Une feuille de route de 6 mois à Gaborone qui doit encore être approuvée. Un communiqué de la MONUSCO qui constate qu'on ne l'a pas prévenu quand 39 hommes ont été renvoyés chez nous. Et un accord de Washington qui ne sanctionne rien. Pendant les mêmes 31 jours, l'épidémie est passée à 3442 cas et 1521 morts. Alors, laissez-moi vous laisser sur ceci. Un peuple ne se mesure pas au nombre de fois où l'on parle de lui. Il se mesure au nombre de fois où ce qu'on dit de lui l'oblige à quelque chose. Nous avons été très souvent nommés cette année, dans des salles nombreuses et à des tribunes hautes. Il faudra bien, un jour, cesser d'être un sujet d'ordre du jour pour devenir une décision. Que Dieu protège notre pays et que notre pays apprenne à se protéger lui-même. Vous retrouverez pour l'édition de ce week-end ma consoeur Ilunga. C'était Brigitte pour Inside News RDC. Je vous souhaite une très bonne soirée et une très bonne continuation. N'oubliez jamais, les faits d'abord et toujours.